Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face aux médias. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un journaliste, un de nos éditorialistes les plus célèbres, présent tous les matins sur BFM TV. Il est aussi comédien, ce qui est assez rare pour un journaliste, et il est actuellement à l'affiche du Théâtre de Poche avec Chose vue de Victor Hugo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon plaisir, invitation. Journaliste et comédien, ça c'est assez rare. Je crois que vous êtes un exemple unique. Oui, vous en connaissez d'autres, des journalistes comme... C'est pas si fréquent. Il y a des journalistes qui, dans une deuxième partie de vie, essayent de monter sur scène. Michel Drucker l'a fait, il a été journaliste dans sa jeunesse. C'est vrai. Patrick Poivre d'Arvor aussi l'a fait un petit peu. Mais bon, moi j'ai mené ça de front. Un éditorialiste politique qui, tous les matins, à la radio, toutes les semaines dans la presse, qui depuis de nombreuses années donne son avis sur la vie politique française et internationale, qui est sur scène régulièrement depuis maintenant quelques années, qui a joué aussi dans certaines fictions à la télévision. C'est rare. C'est très rare. C'est une nouvelle vie pour vous ? C'est une deuxième vie à côté de la précédente parce que ça continue. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au théâtre, j'ai joué Georges Mandel, un homme politique. J'ai joué Alain Peyrefitte récemment, un autre homme politique. Là, Victor Hugo, il y a énormément de scènes politiques. Il raconte, par exemple, le premier dîner à l'Élysée entre Louis-Napoléon Bonaparte, qui vient d'être élu président de la République, et Victor Hugo. Mais c'est directement mon métier de journaliste, mais en 1848. Qu'est-ce qui vous... Quand vous parlez de théâtre, vous avez les yeux qui brillent et le regard qui pétille. J'ai l'impression que c'est une nouvelle vie que vous n'avez pas réussi. Vous avez eu envie très jeune déjà certainement de faire ce métier-là, je n'en doute pas. Et puis c'est arrivé sur le tard, sur le tard vous êtes encore très jeune, mais vous avez aujourd'hui plutôt envie de vous diriger vers le théâtre, vers la comédie, la mise en scène, ou vous avez envie de faire les deux. Il faut faire les deux, toujours. Moi, j'ai commencé adolescent, j'avais envie de faire les deux. J'avais envie de commenter l'actualité politique, d'être dans le siècle en train de se faire, et en même temps de faire du théâtre. Et je me suis dit, on peut être journaliste professionnel et comédien amateur, on ne peut pas être comédien professionnel et journaliste amateur. Donc j'ai choisi de faire du journalisme politique mon métier et du théâtre ma passion dans le temps qui me restait. Donc pendant 30 ans, ça a été une passion de comédien amateur. Et maintenant, n'ayant plus de responsabilité dans la presse, étant plus libre de mon temps, n'étant pas obligé de quitter l'endroit où je suis parce qu'il se passe tel ou tel événement d'actualité, je peux m'adonner plus profondément à une passion et surtout à travailler avec des professionnels. Je les ai beaucoup fréquentés comme critique théâtre, je les ai beaucoup fréquentés comme spectateurs, maintenant je travaille avec eux. Et c'est un pur bonheur. Mais il faut faire les deux. La vie est trop courte, on n'a qu'une vie, donc il faut en avoir plusieurs. La vie vous a donné cette chance de pouvoir allier les deux aujourd'hui. Oui, et vous êtes souvent très présent au Théâtre de Poche, dirigé par notre ami Philippe Tesson. Un autre journaliste passionné de théâtre. Il n'est pas comédien, mais dans toute sa vie, Philippe n'a cessé de se passionner pour le théâtre, d'être critique, et depuis quelques années, un brillant et illuminé directeur de théâtre. Et il vous fait confiance, puisqu'il vous met à l'affiche quasiment à chaque rentrée. Oui, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des projets communs. Et chose vue d'ailleurs de Victor Hugo, c'est une idée de Philippe, c'est une vieille envie de Philippe de mettre à la scène ce texte de théâtre qui n'en est pas un, puisque c'est des notes prises pendant 60 ans par Victor Hugo, qui ont été transformées en recueil et qu'on porte à la scène. Et cette envie de Philippe, j'ai eu la chance de pouvoir la réaliser. Alors est-ce que l'éditorialiste de BFM TV, notamment Christophe Barbier, prend toujours autant de plaisir à commenter l'actualité politique ? Oui. Le roman politique français est le plus passionnant de tous les pays du monde. Imaginez, qui aurait pu imaginer l'aventure Macron qui surgit ? Qui aurait pu imaginer le 21 avril 2002, Le Pen-Chirac ? Qui aurait pu imaginer l'affaire Griveaux ? Nous avons une tradition politique très littéraire, avec du roman à la Alexandre Dumas, avec parfois du roman noir, voire du roman sordide, et puis parfois avec de la grande épopée historique digne de Racine, et ça donne le général de Gaulle. Il n'y a pas un pays au monde qui a cela. Les Anglais ont eu un peu cela, ils l'ont encore un peu, ça a donné Shakespeare quand même dans une partie de leur histoire. Les Américains n'ont pas cela, les Allemands n'ont pas cela. Il y a beaucoup de pays qui ont une vie politique un peu tristoune. Alors évidemment, il y a moins de scandales que chez nous, mais il y a aussi moins de romans, moins de passion. Vous avez fait fort lundi matin sur BFM TV avec votre édito sur Benjamin Griveaux. Vous y êtes allé très fort. Oui, mais un éditorialiste, c'est ça. C'est pas seulement un analyste qui donne le comment du pourquoi. C'est quelqu'un qui ajoute cela. Quelle est la faute de Griveaux ? Vous savez, un homme public a droit à sa vie privée, comme tout le monde, mais justement un peu différemment de tout le monde. D'abord, il y a une exigence de prudence. À l'heure de tous les piratages possibles, où on se fait voler toutes ses données personnelles, un homme qui a des responsabilités, grand chef d'entreprise ou homme politique, il doit être archi prudent. Il a été imprudent. Un homme a ses failles aussi. Oui, mais quand on a des failles et qu'on sent qu'on ne va pas les dominer, on ne fait pas de politique. On ne demande pas à être ministre de la République. On ne prétend pas être maire de Paris. On se dit, j'ai des failles, donc je reste à ma place. Et je laisse les hommes plus solides, les femmes plus solides, prendre les responsabilités. Si on veut être porte-parole du gouvernement français, si on veut être maire de Paris, il faut dompter ces failles et éviter de tomber dedans, surtout quand le piège est grossier.
grossier. Il faut de la prudence, il faut de la décence, il faut se dire, voilà, est-ce que je donnerai en exemple aux adolescents ce que je fais ? Voilà, je me filme dans des débats sexuels, est-ce que je dirais aux adolescents à la télé, oh ben allez-y, faites-le, c'est amusant à faire ? Non, ils ne le feraient pas. Donc il y a un problème de décence. C'est pas de la morale. Le bien, le mal, on s'en fout. La morale, c'est des principes venus du ciel étoilé kantien. On s'en fiche. C'est de l'éthique, c'est le comportement. Est-ce que le président de la Ligue anti-alcoolique a le droit de se saouler tous les soirs chez lui ? Il peut vous dire, bah, c'est ma vie privée, je suis chez moi. Ben non, c'est pas décent, c'est pas cohérent. Et ça, c'est le troisième devoir, c'est la cohérence. On vit une époque, on peut le regretter, hein, on vit une époque où les électeurs ne supportent plus la différence entre le dire et le faire. Si vous dites toute la journée, ne roulez pas trop vite, c'est dangereux, soyez des conducteurs exemplaires, et que vous êtes pris en excès de vitesse volontairement, on va vous dire, attendez, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose et faire le contraire. C'est un peu aussi ce qui est arrivé à Griveaux. Donc, oui, j'ai été très dur. J'ai vu... pas du tout. Regardez le sondage qu'a publié Elab pour BFM, justement. 33% des Français considèrent que Pawlenski a bien fait de publier la vidéo. 45% des électeurs de Mélenchon et 47% des électeurs de Le Pen pensent que c'est bien fait. C'est-à-dire que les Français, une partie des Français, sont tellement durs avec leurs dirigeants qu'ils sont prêts à cautionner une exaction, parce que Griveaux est d'abord une victime d'une exaction terrible. Ils sont prêts à la cautionner parce que les puissants ne sont pas dignes de respect. C'est terrifiant quand même. Et vous en pensez quoi ? La vidéo aurait dû être publiée ? Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. L'atteinte à la vie privée est atroce. La publication de cette vidéo est un acte délictueux qui mérite sanction et Griveaux est victime. Mais il est atteint par une munition, par une balle qu'il a lui-même forgée. S'il ne s'était pas filmé, s'il n'avait pas transmis cette vidéo avec cette jeune femme dont on ne sait pas trop quelle était sa place dans sa vie, s'il n'avait pas commis cette imprudence, il n'aurait pas été foudroyé comme il l'a été. À un moment, l'homme politique doit considérer que tout ce qu'il fait, si ça tombe entre les mains de ses ennemis, des ennemis de la France, qu'est-ce que ça devient ? Dans une période où on sait que les services secrets de plusieurs pays, notamment russes, sont prêts à tout pour récupérer des choses compromettantes, le devoir patriotique d'un homme et d'une femme politique, c'est de ne surtout pas forger les munitions qui pourront être utilisées par les ennemis. Est-ce qu'Agnès Buzyn a une chance de remporter la mairie de Paris ? Infime, mais elle a une chance. Elle a autant de chance que Delanoë en 2001, que personne ne voyait gagner. Là, cette chance, c'est quoi ? C'est de récupérer un maximum d'électeurs de Villani avant le premier tour, de fusionner nettement avec Villani entre les deux tours et d'avoir une alliance avec la droite. Alors, quelle droite ? La droite Dati, les dissidents de droite, on verra. Mais si elle n'arrive pas à faire ces trois étapes, récupérer des électeurs villanistes pour repasser dans les sondages devant Dati, fusionner avec Villani entre les deux tours proprement, et avoir une alliance au troisième tour. Avant le premier tour, c'est impossible aujourd'hui. À mon avis, c'est impossible pour des tas de raisons humaines, d'abord de relations. Hier ou avant-hier. Oui, mais les comptes de campagne sont partis, les listes vont être déposées, c'est très compliqué. Par ailleurs, c'est peut-être pas mal de laisser les listes Villani dans le circuit pour récupérer des voix écolo-centristes un peu de gauche et éventuellement les amener vers Buzyn au deuxième tour. Parce que Griveaux était incompatible avec ces gens qui ont le cœur à gauche. Pas Buzyn. Mais Villani peut servir de rabatteur. Et au deuxième tour, les gens qui auront voté Villani diront « Oh non, une alliance avec Buzyn, oui, bon, d'accord. Bon, si Villani nous le dit, on peut y aller. » C'est important, vous savez, d'être parfois plusieurs au premier tour pour avoir des réservoirs de voix au second. Il ne faut pas être trop divisé, sinon vous êtes éliminé. Mais si vous n'êtes pas pluriel, si vous n'avez pas d'alliés, vous perdez. François Mitterrand, en 1974, à la présidentielle, 43% au premier tour, il est battu, il n'a pas d'alliés. Agnès Buzyn était le meilleur choix, d'après vous ? C'était le moins mauvais dans cette période traumatique, parce qu'elle avait deux vertus. La vertu de rassurer. On se dit avec Agnès Buzyn, on n'aura pas les mêmes affaires, on n'aura pas les mêmes scandales, c'est un profil plus apaisant. Et puis la vertu de rassembler. C'est-à-dire, dans l'équipe de Griveaux, personne n'a claqué la porte en disant « Ah ben non, si c'est elle, moi je m'en vais ». Elle a rassemblé un camp qui était traumatisé. C'est déjà beaucoup. Maintenant, il lui faut gagner des parts de marché, gagner des territoires sur Villani et savoir construire une alliance contre Hidalgo au troisième tour. Parce que les téléspectateurs ne le savent pas, mais le troisième tour est important à Paris, Lyon et Marseille. Il y a des conseillers de Paris, ils sont 160 et quelques. Qui élisent le maire de Paris. Et oui, à la majorité absolue les deux premiers tours, et à la majorité relative ensuite. Donc vous pouvez être élu avec 65, 70 voix, 80 voix. C'est vraiment un calcul très particulier. Christophe Barbier, vous êtes présent donc tous les matins sur BFM TV et vous avez certainement vu, ça ne vous a pas échappé, Juan Branco, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe lundi matin et qui aujourd'hui saisit le CSA. Vous en pensez quoi ? Je trouve qu'il est gonflé. Il est gonflé, c'est quand même un individu qui joue, et c'est son droit, dans sa carrière politique, parce qu'il en a une, avec le feu, avec des choses un peu entre deux. Il nous dit « je suis l'avocat, je suis pas l'avocat, je suis dessaisi, je suis pas dessaisi ». Et après, quand il y a un propos un peu dur contre lui, il saisit le CSA. Il n'est pas capable de se défendre lui-même. Il a accès à tous les micros qui viennent se défendre. Je suis totalement solidaire d'Apolline dans cette affaire-là, monsieur. Est-ce qu'il était utile d'inviter Juan Branco lundi matin sur BFM TV et donner la parole à cet avocat ? Oui, bien sûr, bien sûr.
c'est un avocat qui fait partie d'une affaire entre Pawlenski, sa compagne, lui, de l'autre côté, Griveaux, Agnès Buzyn. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs personnages dans la distribution de cet épisode politique. Juan Branco est au cœur de cela. Par ailleurs, Branco, il a aussi un autre passé. Il a un passé avec Jean-Luc Mélenchon, et il s'est fâché avec la France Insoumise, et il a un passé avec Macron parce qu'il a fait Crépuscule, un livre très très agressif qui lui avait valu déjà des polémiques, notamment avec Gabriel Attal. Donc ce personnage est complexe, protéiforme. Difficile à interviewer. Difficile à interviewer. C'est difficile aussi de l'interviewer parce que lui-même a des vérités un peu comme un kaléidoscope. Donc c'est comme ça notre vie politique et médiatique aujourd'hui. Donc c'était bien pour lui de venir s'expliquer, c'était bien de l'inviter, et honnêtement... C'était indispensable de l'inviter lundi matin. C'était indispensable lundi matin d'avoir un invité sur ce sujet-là. Alors ça pouvait être Buzyn, ça pouvait être Griveaux, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Il se trouve que c'était Juan Branco. Il était un des acteurs de ce système-là. Quelqu'un qui a eu un pied dans la politique et un pied dans l'affaire comme étant proche de Pawlenski. Il fallait qu'il s'explique sur certaines photos où on le voit en compagnie de Pawlenski. Il avait une vérité à dire, des vérités à dire. Est-ce qu'il les a dites? On ne sait pas. Mais je pense qu'il aurait dû considérer qu'à ce moment-là, être rudoyé, c'est la règle. Ceux qui viennent chez Jean-Jacques Bourdin le matin ou chez Apolline, ils savent que ça va être quelque chose de musclé. On ne peut pas sortir et dire « Ah bah non, je voulais faire du judo et c'était de la boxe ». Non. Et je pense que de ce côté-là, il a eu tort de réagir comme il a réagi. Puisque nous parlons des chaînes d'info, une toute dernière question, parce que le temps passe très vite avec vous, cher Christophe. Comment expliquez-vous le succès d'Éric Zemmour chaque soir à 19h sur CNews? Éric Zemmour qui a aussi été approché par BFM TV. Je ne sais pas s'il a été approché, je ne sais pas qui l'a approché. Il a été approché. Bon, c'est un personnage. Moi, j'ai débattu avec lui beaucoup. J'ai créé Ça se dispute il y a longtemps maintenant. Sur iTélé. C'était iTélé, c'était en 2002 ou 2003. Éric, c'est un personnage. On peut l'aimer ou pas l'aimer, on peut le trouver détestable ou pas. C'est un personnage. Il a une cohérence de pensée, là aussi très contestable, et je l'ai combattu assez pour le savoir. Mais il a une cohérence de pensée. Il a une culture, il a un courage et il a un style. Et donc évidemment, tout ce qu'aiment les médias. Et donc il y a beaucoup d'interlocuteurs qui y vont. Parfois en se disant, je vais me payer Zemmour, ça marche, parfois ça ne marche pas. Et puis souvent en se disant, je vais renforcer mon argumentation en la frottant à celle d'Éric Zemmour. Et ces débats deviennent intéressants parce que c'est le choc de deux constructions intellectuelles. Parfois ça foire, c'est comme ça à la télé, il y a des émissions qui tombent à plat, qui sont inintéressantes, et parfois c'est une escalade. Le problème d'Éric, c'est qu'il est devenu un peu inaccessible à l'argumentation de l'autre. Il ne changera jamais sa façon de penser, même s'il a écouté l'autre. Et puis son autre problème, c'est les raccourcis. C'est-à-dire qu'il fait des raccourcis historiques ou des raccourcis de raisonnement, où d'un seul coup, ses supporters disent « Ah bah oui, il a raison ». Mais si on refait le raisonnement, on s'aperçoit qu'il a sauté des étapes et là, il est fragile. Et moi, c'est ce que je lui reproche, c'est de procéder par raccourci et de ne pas assez s'enrichir de l'argumentation des autres. Une toute dernière question en quelques secondes que je n'ai jamais osé vous poser. D'où vient cette écharpe rouge? Qui vous l'a offerte? Alors celle-là, c'est celle de Fabrice Lucchini dans L'Hermine, le film Christian Vincent. Je collectionne les écharpes rouges. Mitterrand m'en a offert une en 1990. J'en ai acheté une aux enchères d'Aristide Bruand. J'en ai récupéré de beaucoup d'hommes politiques. Et donc celle-là est de Lucchini. Et bien entendu, tout ce que je viens de vous dire est complètement faux. C'est pour le mythe. Mais c'est vrai que Lucchini a une écharpe rouge dans L'Hermine. Depuis des années maintenant. Pour que toutes les interviews se terminent par d'où vient cette écharpe rouge. Été comme hiver. Été comme hiver. Et puis il fait tellement froid sur les plateaux télé qu'avec mon écharpe, j'ai moins de risques avec votre décolleté. Est-ce que vous portez cette écharpe rouge dans la vie en plein mois de juillet sous 40 degrés? Ah oui, pas celle-là est en laine, mais j'en porte en coton, j'en porte en lin, j'en porte des plus légères l'été. J'ai même porté des écharpes au théâtre. Quand j'ai joué le cabaret mai 68 au théâtre de Poche, j'avais évidemment un petit chèche rouge qui était le signalement des 68 arts. Merci Christophe, merci pour votre enthousiasme. Merci à vous. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes sur scène tous les soirs, du mardi au vendredi plus précisément, à 21h au théâtre de Poche à Montparnasse, dans Chose vue de Victor Hugo. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.